Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour une émission que nous consacrons à une femme extraordinaire, Jetsunma Tenzin Palmo, une des premières occidentales à être devenue moniale dans la tradition du bouddhisme tibétain. À travers son parcours et ses enseignements, nous nous arrêtons notamment aujourd'hui sur son action engagée en faveur des nonnes. Celle qui avait, au moment de son ordination, fait le vœu d'atteindre l'éveil en tant que femme, a en effet toujours eu une conscience aiguë des difficultés rencontrées par les femmes au sein de la communauté monastique. Alors pourquoi un tel engagement? Comment a-t-elle mis en place ces différents projets? Que nous disent ses principaux enseignements? Nous retrouvons tout de suite, pour en parler, notre invité, Jacques Vigne. Jacques Vigne, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Alors, vous êtes psychiatre, spécialiste de l'Inde, où vous avez passé une trentaine d'années à peu près, je crois. Oui. Et vous êtes également écrivain. Vous venez de publier un livre où vous relatez la vie et l'œuvre de Tenzin Palmo. Alors, j'aimerais vous demander tout d'abord, Jacques Vigne, pourquoi cet intérêt pour les spiritualités orientales? D'où ça vous vient? Oui, au début, j'étais d'orientation catholique. J'avais même envie de devenir moine catholique. Mais en même temps, mon père avait fait du yoga. Et ce rapport corps-esprit m'a fasciné dès le début. Donc, je lui ai demandé des livres sur le yoga. Il m'a dit, c'est mieux que tu pratiques. Et la pratique m'a bien parlé. Et donc, j'ai continué dans cette ligne. Alors bon, ce qu'il est intéressant de préciser quand même, c'est que vous avez toujours aussi fait ce pont entre la médecine et justement le yoga, les traditions Oui, je ne orientales. suis pas un psychiatre qui s'intéresse à la méditation. Je suis un méditant qui s'intéresse à la psychiatrie. La nuance est... Oui, tout à fait. Oui. Alors, pourquoi cet intérêt pour Tenzin Palmo? Qu'est-ce qui vous a fasciné chez cette femme? La même chose qui m'ont fasciné chez mon premier maître, Swami Vijayananda, un Français qui a passé 60 ans en Inde auprès de Mananda Mayi. Elle était femme, Tenzin Palmo. Elle connaissait mon maître. Tous les deux ont passé 18 ans ermites dans l'Himalaya ou dans des monastères très solitaires. Je l'ai vu la première fois auprès de mon maître 3 mois avant sa mort. Elle savait qu'il était très vieux, elle avait 95 ans. Et ce qu'il y a de beau, c'est qu'ils sont tenus la main pendant trois quarts d'heure, comme des enfants, ils étaient sur leur banc. Et je me suis dit, là, il passe quelque chose, mon maître. Et effectivement, 3 mois plus tard, il est mort. Du coup, j'ai été voir Tenzin Palmo, donc c'est d'une relation différente. Swami Vijayananda, j'étais avec lui tous les jours. Tenzin Palmo, je la vois de temps en temps, mais c'est quand même une inspiration forte. Et elle trouve qu'elle donne beaucoup d'énergie. Elle est exceptionnelle à vos yeux, Tenzin Palmo, n'est-ce pas? Oui, alors donc on cite souvent les 11 ans et demi qu'elle a passé dans sa grotte, mais je crois que ce qu'il y a d'encore plus exceptionnel, c'est son côté simple avec tout ce qu'elle sait, tout ce qu'elle a pratiqué. Elle a envie d'apprendre et elle ne complique pas les choses avec les gens. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que Tenzin Palmo a une situation exceptionnelle dans le cadre de la promotion des femmes dans la tradition tibétaine. Oui. Oui. Dès le début, elle a souffert de cette... c'est-à-dire, c'est pas qu'on l'a rejetée, mais on lui disait pas d'enseignement profond et c'était presque évident, c'était pas dit explicitement, mais c'était évident que ça devait être comme ça. Et du coup, elle en a souffert. Alors, elle a réagi, je dirais, de façon intelligente. Elle a dit, je vais montrer ce dont je suis capable. Je pars en solitude. Mais une solitude, donc, gérée par le maître. Elle revenait 1 mois par an pour poser ses questions au maître. Elle avait sa liste de questions. Le maître l'attendait. Il lui demandait, où est-ce que vous avez votre liste de questions? Puis elle le mitraillait de questions et il répondait. Et alors, sa manière de répondre était très belle parce qu'il disait, au début, il donnait les réponses des Écritures. Puis à la fin, il disait, mais moi, personnellement, je pense que... Et il disait, là, elle disait, c'était vraiment directement ce dont elle avait besoin. Oui, donc pour en revenir à ma question sur cette promotion des femmes, de la condition des femmes dans le bouddhisme tibétain, ça lui a tenu à cœur très vite, en fait, dès le départ. Oui, donc déjà pour elles, pour les occidentales, qu'elles aient des meilleurs enseignements, puis finalement pour toutes les tibétaines. Et son maître avait eu des Togdenma quand il était au Tibet. De quoi s'agit-il? Togdenma, donc des mères, Den qui tiennent, Tog la réalisation. Donc Togden, on traduit ça en général par yogi. Mais c'est des gens qui teignent la réalisation, comme Tenzin, le nom du Dalai Lama. Et donc, ces femmes étaient extraordinaires, mais elles ont été dispersées ou tuées par les communistes. Et donc, il voulait, un jour, il lui a mis une écharpe blanche et il lui a dit, faut que tu recommences cette tradition. Et c'est devenu sa mission de vie. Alors, tout commence par l'établissement aussi d'un monastère. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, Jacques Vigne?
Ben, il est très beau parce qu'il est sur des champs en crête d'où on voit le Dhaulagiri, la montagne blanche. Et donc, c'est la montagne qui traverse tout l'Himachal Pradesh. Et donc, on a l'impression d'être au Tibet. Ça monte quand même à 5000 mètres, à l'endroit le plus haut. Le monastère est à 900 mètres, si je me souviens bien. Et donc, c'est pas trop froid, mais par contre, il y a cette belle vue sur les neiges. Et voilà, donc, et c'est à 6 km de Tashijong, là où il y a les moines du collège de Kampagar, c'est-à-dire la fondation de son maître, le 8e Kamtrul Rinpoche, où il y a maintenant le 9e Kamtrul qui a 35 ans. Alors, en quoi ce monastère est-il important et significatif justement pour l'éducation démoniale? Parce qu'en fait, je crois en plus qu'elle le veut très international. Hein. Oui, j'ai ça. Donc, elle dit directement tibétain du Khams, tibétain de Lhasa, tibétain classique et anglais. Les femmes qui viennent là, ou les jeunes filles, elles connaissent le hindi parce qu'elles étudient plus leur patois des environs du Tibet, qui est un mélange de hindi et de tibétain. Voilà, donc Mais ça fait beaucoup de concrètement, langues. comment est-ce qu'elle les prépare? Parce qu'on sait par exemple qu'il y a une femme qui est Campo, je crois, Oui, donc c'est docteur en ça, oui. philosophie. Geshe Ma, oui. Pardon, Oui, oui. c'est ça. Oui, oui, oui. Donc, en quoi consiste son enseignement pour ces Ben, femmes? et il y a un cycle universitaire. Au début, elle voulait prendre que des jeunes femmes donc après le bac, mais comme c'est la coutume, finalement, elle les prenne maintenant à partir de l'âge de 6-7 ans. Et voilà. Et donc, c'est un niveau universitaire avec l'étude des langages et puis un programme de philosophie bien costaud. Et puis, les vacances, c'est 2 mois de retraite. D'accord. Voilà. Et il y a 8 Togdenma qui se forment et donc elles ont fait le vœu de 12 ans de retraite. Et pour dire leur motivation, au bout de 6 ans, elles ont eu droit à une sortie et donc elles ont fait une journée pour la visite médicale et après de nouveau retraite. Oui, donc les sorties étaient plutôt limitées. Mais elles sont bien et ce sont les maîtres qui viennent les visiter. Par exemple, Mingyur Rinpoche est venu les visiter, je crois qu'elles sont 7 ou 8 et il a eu des entretiens personnels, 1 heure avec chacune. Alors, justement, vous parlez de maître, donc forcément d'enseignement. Oui. Vous êtes attaché aux enseignements de Tenzin Palmo et en fait, il y en a 2 dont vous souhaitiez nous parler aujourd'hui. On va commencer par celui qui est consacré à la spiritualité dans la vie quotidienne. Oui, alors ça, elle insiste beaucoup là-dessus. Une fois, je lui ai demandé est-ce qu'elle avait un message pour les Occidentaux juste avant de repartir pour une tournée de conférences et de séminaires en Occident. Et elle m'a dit oui, dites-leur que leur vie quotidienne, c'est comme de la pâte à pain. Et il ne faut pas jeter la pâte à pain sous prétexte que ce n'est pas comestible. Il faut mettre du levain dedans et puis la faire cuire. Et à ce moment-là, ça donnera quelque chose de bon. Et le levain, ben, c'est d'introduire la méditation dans sa vie quotidienne, la conscience, bien sûr, dans ce qu'on fait. Et à ce moment-là, la vie quotidienne nourrit. Elle n'est pas contre les vieux moines qui disent « OK, vous avez une famille, des enfants, donc vous pourrez pratiquer le dharma quand vous serez à la retraite dans un monastère. » Elle dit « ça, c'est une fausse voie. Hein, il faut pratiquer dès maintenant. » Alors, l'autre aspect qui vous semblait aussi essentiel, c'est celui de la question du gourou. Oui. Oui, oui. Alors, elle plaisante. Elle dit, j'ai 2 groupes de gens qui viennent me voir. Ceux qui se plaignent de ne pas avoir un gourou et ceux qui se plaignent du gourou qu'ils ont trouvé. Voilà. Et entre les deux, tout le monde se plaint. Mais au fait, elle simplifie les choses. Elle dit, le grand gourou Vajra, tantrique, pour lequel on est prêt à donner la vie, elle dit, c'est plus d'actualité. Hein, on est surtout moderne, même les Indiens sont modernes, les Occidentaux sont modernes. Et donc, elle revient plutôt à la mise spirituelle, le Kalyan Mitra du Bouddha. Et elle dit, voilà, faut être clair avec son gourou, voilà, lui dire ce qu'on pense, etc. Et il vous aide là où il en est. Et elle trouve que c'est plus sain pour la période actuelle. Et j'ai traduit pour une amie française qui disait « j'ai pas de dévotion pour le gourou » qui était au fait un de ses supérieurs hiérarchiques. Et elle a dit « poussez pas, si vous n'avez pas de dévotion, c'est que c'est pas votre gourou. Ne forcez pas et voyez pour qui vous avez de la dévotion spontanée. Alors là, ça marchera. » C'est vrai on a le sentiment qu'elle a une vision très pratique des choses, Tenzin Palmo. Tout à fait. Et j'ai un ami qui l'a rencontré en se promenant vers le Ladakh dans une buvette à l'arrêt du bus. Et elle ne savait pas que c'était Tenzin Palmo. Ils ont parlé tout à fait naturellement. Puis après, elle était très impressionnée parce qu'elle avait entendu Tenzin Palmo. Il a réalisé que c'était elle pour dire, voilà, elle a un accent très... On voit qu'on peut parler de tout avec elle. Mais alors quand même, il y a un point commun, il y a une idée centrale, c'est de faire de chaque obstacle, en fait, une occasion de progresser sur le chemin de l'éveil. Ça, c'est vraiment ce qu'elle... C'est ça. Hein, et donc, c'est l'entraînement du Longjong, hein, l'entraînement de l'esprit. Et donc, du début à la fin,
hein, les obstacles deviennent un moyen de progresser. Elle cite un penseur anglais qui disait la vie, c'est comme un gymnase. S'il n'y a pas d'haltère dans un gymnase, on ne risque pas de faire de muscles. Donc, les difficultés, c'est ça. Et même la mort peut être quelque chose de très beau pour faire progresser. Et j'ai un petit texte de Kathleen que j'ai reçu ce matin. J'ai une amie qui était pratiquement une nonne bouddhiste qui est décédée hier. Et elle a laissé, elle est dans la tradition bouddhiste Shingo, elle a laissé un petit yuge, comme on dit, c'est-à-dire un dernier poème. Et le voilà. Donc, ça m'émeut parce que je l'ai eu ce matin. En préparant, je me dis que ce n'est pas une synchronicité par hasard. Donc, elle dit « Le vent m'a déposé sur la terre avec délicatesse, comme une pétale de fleurs de cerisier. Mon âme s'en est envolée. Les rayons du soleil ont recueilli mon énergie. Me voilà libre et toujours proche de ceux qui sont sur terre. La mort n'existe pas. Soyez heureux et joyeux. » Ouais, c'est très beau. Et c'est vrai que ça rejoint aussi un autre aspect de l'enseignement de Tenzin Palmo, qui est de réduire cette dualité entre notre vie intérieure et notre vie extérieure, Oui, finalement. baby. Et pour ça, la joie est importante. Avant de partir dans une retraite dans l'Himalaya, moins longue que ce qu'elle a fait, mais quand même une retraite, je lui ai demandé un dernier conseil et elle m'a dit à brûle-pourpoint, « Enjoy what you are doing ». Et donc en anglais, enjoy, ça veut dire, bon, profiter, mais au fait, c'est avoir la joie intérieure. Donc faire les choses, méditer, faire les retraites, faire sa vie quotidienne, mais avec la joie intérieure. Et ça, c'est vraiment ce qu'elle pense. Et elle dit beaucoup s'unir à sa pratique. Quand on lui demande pourquoi vous êtes resté 11 ans et demi dans une grotte, souvent elle répond pour m'unir à ma pratique. Donc elle dit c'est très important, sans s'en apercevoir, on est dissocié de sa pratique, c'est comme deux sommets qui jamais se rencontrent et donc faut le repérer dès le début et s'unir à sa pratique. Et à ce moment-là, on évite beaucoup de problèmes, de tensions inutiles, etc. Alors, j'aimerais, avant qu'on se quitte, qu'on revienne quand même à votre métier de psychiatre, puisque Oui. c'est pas anodin. Et vous m'avez parlé d'un yoga en préparant l'émission, justement, pour lutter contre voilà, cette difficulté à éprouver peut-être de la joie, pour lutter contre cette anxiété qui peut nous gagner. Oui, donc Expliquez-nous. oui, l'anxiété est très courante. J'ai une amie qui est généraliste et elle me dit que c'est très courant comme demande en médecine générale. Et donc, ça fait 40 ans que je fais le Vipassana, que j'observe les sensations en lien avec les émotions. Et j'ai trouvé quelque chose de très simple. On a des nœuds d'anxiété qui sont répartis sur la ligne antérieure du corps, entre les sourcils, on le voit tout de suite. Hein, la base du menton, on serre les dents, le nœud dans la gorge, le nœud dans le plexus. Et puis, au niveau sexuel aussi, il y a souvent des tensions. Donc, tout ça, c'est la ligne médiane antérieure. Donc, sur l'inspire, on attire ces nœuds, on peut faire au début un par un, puis ensuite tous les nœuds en même temps. On va vers l'axe central du corps qui monte du périnée jusqu'au sommet de la tête. En haut de l'inspiration, on sent que l'énergie est là, et sur l'expiration, on fait partir sur les côtés. Et en partant sur les côtés, l'anxiété se dissout. Non seulement ça, mais on prend la forme d'Avalokiteshvara avec les 1000 bras. Et il faut bien faire attention, ne pas aller trop vers l'avant, sinon ce serait de l'avidité. Ne pas aller trop vers l'arrière, sinon ce serait de l'aversion. Être dans le juste milieu. Et là, on a la bonne attention, la bonne attention, le bon altruisme. Et on transforme comme ça son anxiété en altruisme et on fait l'écologie intérieure. On transforme un déchet en énergie renouvelable. Le déchet, c'est l'anxiété, l'énergie renouvelable, c'est l'altruisme, comme Avalokiteshvara. Dans le christianisme aussi, il y a la Vierge qui ouvre son manteau et c'est le même geste, hein, c'est-à-dire ni trop en avant, ni trop en arrière. Bien, nous allons nous quitter sur cette très très belle image. Merci Jacques Vigne de nous avoir fait partager à la fois votre parcours donc, de psychiatre, mais aussi de grand explorateur de l'Orient. Merci. Et si vous souhaitez aller plus loin, voici 2 pistes de lecture que nous vous proposons. Avec tout d'abord le livre sur lequel nous nous sommes basés pour préparer cette émission, Jacques Vigne rencontre Tenzin Palmo, commentaire sur la méditation aux éditions Le Relier. Notre invité présente ici la vie et l'enseignement de cette femme exceptionnelle. L'ensemble montre de manière complète les différentes facettes de la méditation et une spiritualité adaptée à notre temps. Je signale par ailleurs que les droits d'auteur de ce livre seront reversés à la fondation de Tenzin Palmo. Ainsi que la vie quotidienne comme pratique méditative de Tenzin Palmo au courrier du livre. Tenzin Palmo transmet ici avec simplicité et limpidité des enseignements incroyablement riches et profonds. L'auteur nous fait partager ses années d'expérience avec générosité et humour en nous offrant une vision inspirante et sans fioriture de la pratique du bouddhisme au quotidien. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant 1 mois sur France TV. Nous vous souhaitons une très, très belle journée.